La bonne gouvernance est à la base de la lutte contre la pauvreté et la corruption. Ce numéro de cette émission Décryptage nous emmène à travers ce département ministériel qui a la lourde responsabilité de cette bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques. L'émission Décryptage débute maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons le ministre en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, M. Francis Keya-Nzige, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir et surtout d'accepter cette invitation. Ouais, merci. Monsieur le ministre, on parle d'un département assez sensible, mais d'entre deux jeux, quelles sont les missions et le rôle de votre département ministériel? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, c'est un ministère effectivement d'une importance capitale pour notre pays. Vous savez, la bonne gouvernance, c'est un domaine excessivement vaste. La bonne gouvernance, elle concerne pratiquement tous les aspects de la société, tous les aspects de l'État, toutes les institutions, tous les ministères. Parce qu'au sein de chaque administration, on doit parler de bonne gouvernance. Mais comme dans toute chose, il faut savoir circonscrire. Nous, au ministère de la bonne gouvernance aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la lutte contre la corruption et à l'évaluation des politiques publiques. Parce que dans toute chose, il faut savoir circonscrire le domaine d'action. Notre domaine d'action, c'est principalement la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques. Les autres aspects de la bonne gouvernance vont être développés par les autres ministères de la République, par les autres institutions de la République. Par exemple, au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a des aspects importants qui concernent la bonne gouvernance, mais qui vont être portés par le ministère de l'économie et des finances. Donc nous portons essentiellement aujourd'hui la lutte contre la corruption, les politiques publiques sur la lutte contre la corruption et les politiques publiques sur l'évaluation des politiques publiques. Alors, selon vous, pour votre département ministériel, lorsqu'on parle de vos missions et de votre rôle, comment percevez-vous justement ce concept de corruption quand on parle du Gabon? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle de corruption au Gabon. Il y a déjà des institutions au Gabon qui parlent de la corruption. Mais ce qui est particulier et fondamental aujourd'hui, c'est que les questions de corruption font partie des priorités du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans son dernier discours, il avait fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et c'est pour cette raison qu'il a érigé cette priorité en ministère de la République. Pourquoi? Parce que une question aussi importante doit forcément être débattue à un niveau supérieur, au niveau d'une instance supérieure. Ça ne veut pas dire qu'on arrache pour autant les pouvoirs à d'autres institutions. Mais vous savez très bien que le gouvernement et le président de la République, répondant de toute politique de la nation, ils ont tout intérêt à avoir au niveau gouvernemental, au niveau de l'exécutif, ils ont tout intérêt à avoir un élément représentatif de cette politique importante. C'est pour cette raison a été créé un ministère de la promotion de la lutte contre la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, pour que ces questions soient discutées à un haut niveau. Et que, après avoir arrêté cette politique publique qui a été déclinée par le chef de l'État, après l'avoir arrêtée, nous donnons maintenant les outils aux organismes indépendants pour faire l'exécution. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous concevons la politique et on demande tout simplement, par exemple,
à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite ou aux juridictions judiciaires d'exécuter. Mais c'est nous qui donnons les grandes orientations. La politique publique de la corruption, c'est le gouvernement qui les définit et c'est le ministère qui prépare ces éléments-là, ces outils. Donc, c'est un peu le travail que nous allons faire. Nous allons préparer les politiques publiques. Nous allons mettre les outils à la disposition des organes. Vous allez ou vous avez commencé à le faire, puisque vous êtes quand même en fonction depuis un certain moment, monsieur le ministre? Non, nous l'avons déjà fait. D'accord. Nous l'avons déjà fait, si vous vous renseignez bien. Nous avons déjà déposé sur la table du Conseil des ministres 4 projets de textes, 4 projets de décrets. Un projet de décret qui porte sur l'organisation du ministère, un autre projet de décret qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale de la bonne gouvernance, un troisième projet de décret qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale de la lutte contre la corruption, et un quatrième texte qui porte sur l'organisation, la Direction générale de l'évaluation des politiques publiques. Donc nous avons déjà déposé tous ces outils-là. Oui. Nous avons déposé les outils et nous entendons faire l'état des lieux des éléments de bonne gouvernance dans tout le pays. Parce que dans toute chose, il faut souvent commencer par l'état des lieux, voir ce qui a été déjà fait. C'est le principe même du bon chercheur. Pour connaître la réalité, on commence par l'existant. On fait d'abord l'état des lieux de ce qui existe et ce n'est que lorsque nous aurons le rapport sur l'état des lieux que nous allons maintenant réfléchir sur les perspectives, sur la prospective, sur l'avenir et donner les grandes orientations en tenant compte de ce qui a été déjà fait et de ce qui n'a pas encore été fait. Voilà un peu comment nous entendons travailler dans le cadre de la mise en place des mécanismes de bonne gouvernance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la bonne gouvernance, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de comportements que vous retrouvez dans tous les éléments de la société, dans toutes les composantes de l'État, dans tous les ministères, dans toutes les institutions. Alors, Maître Francis Kéanzigué, vous me permettrez de le préciser ici, puisque vous êtes avocat de formation, s'il a été nécessaire de mettre en place un ministère en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et même des politiques publiques, selon vous, doit-on croire qu'en réalité, lorsqu'on parle de corruption, celle-ci gangrène l'administration gabonaise aujourd'hui? Oui, c'est le problème de la corruption, c'est comme je l'avais déjà dit une fois lors de la passation de service. Le problème de la corruption, c'est qu'en matière de corruption, il faut se dire une chose. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous victimes. Nous sommes coupables parce que nous sommes tous les acteurs de la corruption. Il n'y a pas que le corrompu, la personne qui reçoit, qui est acteur. Le corrupteur est acteur. Les personnes qui ne dénoncent pas la corruption, ce sont aussi des acteurs. Vous voyez? Donc nous sommes tous des coupables parce que nous participons à cette œuvre de la corruption. Nous prenons l'exemple des policiers que vous trouvez dans la rue, que vous appréciez beaucoup, parce que je vous ai suivi avec le ministre de l'Intérieur. Le policier... C'était des questions que je posais. Oui, le policier, il ne va pas rentrer dans votre voiture et vous soutirer de l'argent de force. Ce qui se passe habituellement, parce qu'on ne veut pas perdre du temps, parce qu'on n'a pas tous les documents, on s'empresse à proposer aux policiers. Donc vous êtes déjà un acteur de la corruption. Vous proposez la corruption. Vous êtes le corrupteur. Et celui qui accepte le don, qui accepte de prendre, il est le corrompu. C'est un acteur. Vous, déjà, le corrupteur, vous êtes l'acteur. Le corrompu est l'acteur. La personne qui ne dénonce pas est aussi un acteur. Moi, je parlais de cette forme de corruption au sommet de l'État. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que nous sommes coupables. D'accord. Moi, je parlais de cette corruption au sommet de l'État, monsieur le ministre. Ah non, écoutez, la corruption, c'est un état d'esprit. D'accord. Ce n'est pas une corruption du sommet. Il n'y a pas une corruption du sommet et une corruption de la base. Parce que vous savez, une répétition, une récurrence des actes à la base. La bonne gouvernance passe par l'exemplarité. Voilà, donc une récurrence au sommet de l'État. Une récurrence de corruption à un niveau très bas peut atteindre des taux très élevés qui soient supérieurs à la corruption au sommet. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a la récurrence, quand il y a plusieurs actes de corruption à la base, c'est-à-dire au niveau du petit policier, s'il y a plusieurs actes de corruption, le montant récolté au bout de l'année peut dépasser celui qui est fait au sommet. Donc, le problème de la corruption est général. On doit le voir d'une manière générale. On ne doit pas le voir seulement dans l'administration publique, on doit également le voir dans le secteur privé. Donc, nous, dans ce que nous avons dit dès le départ, c'est que pour nous, la corruption, c'est une maladie. D'accord. C'est une maladie, il faudrait qu'on la soigne. Il faudrait qu'on cherche des solutions. Et la solution que nous avons préconisée dès le départ, c'est la solution pédagogique. C'est la pédagogie.
la sensibilisation. Sensibiliser aux gens. Dire à la personne que vous n'avez pas besoin, lorsque vous remettez vos documents à un policier, de glisser un billet de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Vous n'avez pas besoin de le faire. À partir du moment où vous avez tous vos papiers, vous avez la carte de glisser, vous avez vos cartes d'assurance, vous avez la visite technique, pourquoi vous allez encore glisser un billet de 10 000 francs sous ces papiers-là? Vous n'avez pas. S'il est en train de faire un travail, vous attendez. S'il a beaucoup de personnes devant, ou alors s'il vous dit d'attendre, vous attendez, au lieu de le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation. Et c'est ce que nous voulons faire au niveau de ce ministère-là. L'exécution, c'est déjà fait. Monsieur le ministre, vous semblez balayer d'un revers de la main la question que je vous ai posée. Vous évoquez des exemples qui relèvent du quotidien des Gabonais, du Gabonais lambda. Entre-temps, on parle quand même d'un ministère qui lutte contre la corruption, qui parle de bonne gouvernance. Et si on parle de bonne gouvernance, on parle tout de même des personnes qui se retrouvent au sommet de l'État. Que dire alors? Quels sont les exemples qui pourraient exister, puisqu'on vous a vu précédemment évoquer cette question de bonne gouvernance, en affirmant d'ailleurs que s'il était prouvé que vos collaborateurs au sein du gouvernement, sinon vos collègues membres du gouvernement, se seraient rendus coupables de faits de corruption, ils seraient forcément rendus devant la place publique, il serait forcément dénoncé devant la place publique. Vous l'avez dit, à une certaine époque. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on parle de corruption quand même. Selon vous, qu'en est-il en ce qui concerne le sommet de l'État? Parce que là, vous prenez des exemples qui ne relèvent que du quotidien des Gabonais, qui prennent le taxi chaque matin, qui sont confrontés à des contrôles de police. Mais qu'en est-il au sommet de l'État, justement? Je me rappelle ce que j'avais bien dit. J'avais dit que la solution de la corruption, ce n'est pas la stigmatisation judiciaire. La stigmatisation judiciaire, ça suppose que la commission de lutte est saisie directement en cas d'enrichissement illicite. Elle procède des enquêtes, elle dresse un rapport, elle envoie devant les juridictions pour juger. Ça, c'est la stigmatisation judiciaire. Puisqu'on a il y a déjà eu beaucoup de cas de stigmatisation judiciaire, mais la récidive n'a pour autant pas reculé, puisqu'il y a toujours des cas. Donc, je me suis dit qu'on allait faire de la stigmatisation populaire. La stigmatisation qui va dans le sens de l'éducation, de la sensibilisation, de dire aux uns et aux autres que la corruption, ce n'est pas bien, qu'il vaut mieux faire comme ça, il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. Parce que ce qui a été déjà fait, ça ne nous a pourtant pas donné la possibilité de reculer. Dans le cadre de notre indice de perception, l'indice de perception de la corruption, le pays n'a pas reculé parce que nous avons arrêté les gens, parce que nous les avons envoyés en prison. Ce que nous voulons faire, c'est la prévention, c'est-à-dire prendre les dispositions dès le départ. Comme le dit si bien l'adage, qui volera un œuf finit par voler un bœuf. On commence par les petits, on évolue et on empêche aux gens d'avoir cet instinct parce que nous considérons qu'il s'agit là d'une maladie et il faut la soigner. Et la meilleure façon de soigner, c'est de faire un diagnostic et c'est de trouver des solutions avant que les actes ne soient commis. Il n'est pas interdit qu'après avoir épuisé toutes ces voies-là, qu'on puisse être obligé d'utiliser la stigmatisation judiciaire, c'est-à-dire l'enquête et l'emprisonnement. Donc c'est un peu ça. Donc chacun a sa responsabilité dans le fonctionnement des institutions. Vous savez, quand on met les institutions en place, chaque institution a un rôle. Il y a déjà des institutions qui sont là pour la stigmatisation judiciaire, mais le président de la République vient de mettre en place une institution qui va s'occuper de la pédagogie, de la prévention, qui va mettre en place des procédures qui ne puissent pas permettre à des agents publics ou à des agents privés de verser dans la corruption. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, une informatisation à outrance, parce que vous savez que l'informatisation invite le face-à-face, le one-to-one. Le face-à-face. Parce que le face-à-face amène souvent des personnes à des promesses, à des dons. Vous promettez que si vous me faites ceci, moi je vais vous faire cela. Donc, nous allons mettre des procédures en place qui font en sorte que, même au niveau de l'administration, vous n'ayez pas la possibilité de proposer la corruption. Parce que le plus dangereux dans la corruption, c'est le corrupteur. Parce que c'est le corrupteur qui prend l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative. Donc, ce sont ces procédures mécaniques que nous allons mettre en place pour éviter qu'on arrive au pire. Voilà un peu le rôle du ministère de la lutte contre la corruption. Tout de suite, j'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, quand on parle de bonne gouvernance, on parle également de déclaration de biens.
Aujourd'hui, il y a vos collègues, membres du gouvernement, ont-ils déjà fait leur déclaration de biens, par exemple? Bon, moi je ne peux pas vous le dire avec exactitude parce que dans le mécanisme, le mécanisme de déclaration des biens est un mécanisme qui fonctionne dans le secret. Dans le secret. La loi prévoit que ça se fasse dans le secret. Donc, il n'y a que les membres de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite qui peuvent nous dire exactement combien de personnes ont déjà fait la déclaration. Mais ce que je Alors sais, je vous pose la question. Mais ce que je sais, vous êtes ministre en charge de la bonne Oui, gouvernance. ce que je veux Avez-vous dire- déjà déclaré vos biens, vous par exemple, puisque vous avez quand même ce premier rôle? Non, je vais vous dire, le Premier ministre a écrit dès sa prise de fonction à tous les membres du gouvernement. D'accord. Il leur a demandé de faire la déclaration des biens. J'ai encore la lettre. Et tous les membres du gouvernement font l'effort de se présenter et de faire leur déclaration des biens. Ça a été une instruction du Premier ministre dès le mois de janvier. Et la plupart, sinon la majorité des membres du gouvernement, s'y est attelée. Mais je ne peux pas vous dire, mais bien sûr, en commençant par moi-même. Ça ne peut pas être le contraire. Ça ne peut pas être le contraire, puisque moi je plaide pour que ça se fasse et que tout le monde puisse le faire. J'ai même regardé dans la loi, on se rend compte qu'il y a même des institutions qui ne sont pas prévues, par la loi, alors qu'en réalité, ce sont tous les personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui travaillent pour l'intérêt général qui doivent s'astreindre à cette opération-là. Donc, sur ce plan-là, et le Premier ministre vous l'a bien dit, nous envisageons d'élargir, de faire une campagne beaucoup plus élargie de déclaration de fortune. Mais il faut vous dire une chose, c'est la loi qui le prévoit, c'est la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui s'occupe de cette opération. Ce sont eux qui ont prêté serment de conserver le secret, parce que ça doit rester dans le secret. Ça ne doit sortir qu'en audience publique. Mais avant l'audience publique, rien ne sort. Est-ce que ce n'est pas, C'est frappé par est-ce que le ce n'est pas délicat tout de même, puisque c'est un peuple, c'est un pays, ce sont des populations qui élisent, des personnes qui se retrouvent à des fonctions, d'autres sont nommées grâce à la discrétion nominative du chef de l'État, d'accord, mais c'est quand même une population qui doit pouvoir avoir confiance justement en ces personnes qui dirigent la nation. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'à ce niveau, le texte soit revu, de façon à ce que les Gabonais, par exemple, aient confiance en ceux qui les dirigent, qui les gouvernent, qu'ils sachent que ces personnes n'auraient pas versé justement dans des détournements des deniers publics, par exemple, parce que sachant déjà avec quoi ils sont arrivés lors de la prise de leurs fonctions. Est-ce que le secret qui est entretenu à ce niveau n'est pas également un mal à travers dans cette loi? à travers cette question, vous venez effectivement de comprendre ce qui a justifié la création de ce ministère. Parce que tu ne partiras pas de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite pour faire adopter un décret ou pour faire adopter une loi. Ça doit nécessairement transiter par le gouvernement. Et au niveau du gouvernement, qui doit porter cette nouvelle politique, ce nouvel esprit? C'est bien le ministère qui représente, le ministère qui représente la lutte contre la corruption au sein du gouvernement. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire tout de suite, qu'il serait peut-être bien que tout ce qui est déclaré fasse l'objet d'une publication. Alors, qui peut porter cette politique publique? C'est bien le ministère de la lutte contre la corruption qui porte cette politique publique, d'abord au niveau du Conseil interministériel, ensuite au niveau du Conseil des ministres, pour dire que est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir la loi? Si c'est accepté par le Conseil des ministres, c'est lui aussi qui porte le texte pour l'amener à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour dire aux parlementaires que nous pensons que pour qu'il y ait une certaine synergie, une certaine confiance entre les administrés et les gouvernants, il faudrait qu'on publie dès la prise des fonctions la fortune de la personne qui est tributaire de la fonction. Donc, ce sont tous ces aspects-là que nous allons porter au niveau du ministère, pour voir tous ces aspects, puisque l'intérêt d'une politique publique, c'est qu'elle atteigne les populations et qu'elle satisfasse les populations. Il faudrait que les populations se reconnaissent à travers une politique publique. Donc, comme vous voulez le dire tout de suite, nous avons pris bien note, et puis nous allons voir avec les autres, tous ceux qui participent à la confection des textes, de lois, des textes réglementaires, pour qu'on puisse faire en sorte que ça fasse l'objet d'une publicité. Monsieur le ministre, avant que de passer à la deuxième partie de cette émission, quelle est aujourd'hui la différence qui existerait entre votre ministère et la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite? Mais c'est cette différence-là, c'est cette frontière-là que je viens de vous tracer. Elle ne semble pas claire. Elle est plus que claire. Doit-on croire que votre rôle ne serait que celui de la pédagogie? Non, ça ne se limite pas. Ça, je vous dis,
c'est le ministère qui conçoit les politiques publiques de lutte contre la corruption. D'accord. C'est lui qui donne l'orientation. C'est la commission les applique. Il les applique. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que le président de la République n'a pas un rôle parce que c'est le président de la République qui conçoit la politique de l'État. Et le gouvernement actionne, exécute. D'accord. Donc nous, on conçoit la politique de lutte contre la corruption. On prépare les outils et on leur dit, allez seulement travailler. Est-ce que vous ne serez Donc pas là, jugé vous avez finalement un concepteur et un agent d'exécution. Oui. Vous voyez? Vous avez un concepteur qui est là, qui conçoit tout, qui prépare tous les outils. Il dit, agent d'exécution, va exécuter. Voilà. Parce que c'est le gouvernement qui répond des politiques publiques d'un État. C'est le gouvernement qui répond de tout ce qui... Comment? Est-ce que vous ne serez pas jugé parti dans Jugé ce contexte-là si un membre du gouvernement était pointé du doigt par la commission de lutte contre l'enrichissement illicite alors que celle-ci obéit justement à la politique qui est mise en place par ce même gouvernement, par solidarité gouvernementale? Est-ce que vous ne serez pas jugé parti? C'est comme si vous nous dites que vous, les gouvernants, on ne sait pas pourquoi on va vous amener devant le tribunal parce que vous êtes jugé parti. Toute la politique qui est développée par les juridictions, elle est conçue par le gouvernement. C'est nous qui concevons les politiques publiques de justice. C'est nous qui préparons les textes de la justice. Les juges ne font qu'exécuter. Donc, c'est la loi qui nous donne ce pouvoir. D'accord. Et nous le partageons. La loi sortie de l'Assemblée nationale. Voilà, nous le partageons. Nous partageons ce pouvoir avec le Parlement. Le pouvoir de proposer les textes. Nous préparons les projets de textes que nous soumettons au Parlement et le Parlement les transforme en loi. Et c'est cette loi-là qui est exécutée par le juge, par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement. Et pourquoi ne pas donner à cette commission de lutte contre l'enrichissement illicite une autonomie, justement, puisque si tout part du ministère dont vous avez la charge, on a comme l'impression que vous serez jugé parti. Mais c'est effectivement à ce niveau que ça peut être dangereux. La commission serait jugée partie. C'est-à-dire qu'elle préparerait les textes et les appliquerait aussi elle-même. Il faut une instance qui prépare en toute indépendance et de façon générale et impersonnelle. La loi est générale et impersonnelle. On le prépare, pas pour un individu. Alors que la commission juge un individu avec le juge. Il juge des cas spéciaux. Or, nous, on prépare de manière impersonnelle et générale. Mais c'est de cela dont je parle. Donc, un dossier concernant un membre du gouvernement sur la table de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, tout de suite, je ne le dis pas, je ne l'affirme pas, il serait possible que ce collègue du ministre en charge de cette institution-là, sinon sous laquelle serait basée cette institution, intervienne aussi par solidarité gouvernementale, parce que son collègue se retrouverait sous le feu des projecteurs au niveau de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et je le précise et je reprécise ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas une autonomie judiciaire qui soit placée directement sous le contrôle de la justice en matière d'enquête et autres, sans que le ministère en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, n'ait à intervenir, si ce n'est que pour des textes? Monsieur le ministre, comprenez bien ma question. Oh, moi, je vous comprends bien. Ce que vous devez d'abord comprendre, je vais vous expliquer. Nous n'avons pas la tutelle de ces institutions. D'accord. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement n'a pas de tutelle. C'est un organe indépendant. Il n'est pas sous la tutelle du ministre de la lutte contre la corruption. D'accord. La justice n'est pas sous la tutelle du ministre de la Justice. Nous prenons le relais en fonction de ce qui se passe sur le terrain pour préparer des comportements, pour préparer des textes qui sont généraux et impersonnels. C'est-à-dire que ça concerne toute la société. D'accord. Eux, ils ne jugent qu'au cas par cas. Donc, si un membre du gouvernement est impliqué dans une affaire, ce qui serait d'ailleurs très, très intéressant pour les membres qui sont là-bas, l'intervention d'un autre membre du gouvernement n'apportera rien, puisqu'en réalité, c'est la loi qu'on Même si c'est le ministre en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. De la bonne gouvernance, parce que chacun a son rôle. Le ministre en charge de la bonne gouvernance, et il définit les politiques publiques, ce que les gens doivent faire en matière de bonne gouvernance, parce que c'est lui, avec le président de la République, qui en répond devant le peuple. Et celui qui a la commission de lui, il exécute ce qui a été arrêté de concert avec le Parlement de façon générale et impersonnelle. Il exécute mathématiquement. Donc, il ne regarde pas que celui-là est ministre, ou celui-là est planton, ou celui-là est ceci, ou cela. Il regarde seulement
les dispositions de la loi, ce que la loi dit. Voilà un peu comment ça se passe. Et si vous regardez, la plupart des dossiers qui sont là-bas, c'est des dossiers des hautes personnalités. Ça n'a jamais posé de problème. Et ces dossiers sont régulièrement transmis au tribunal. D'accord. Donc, nous on arrivons n'a jamais intervenu. Nous arrivons au terme de cette première partie, Monsieur le Ministre. Dernière question, quelques secondes. Y a-t-il des mécanismes qui imposent la déclaration des biens pour les membres du gouvernement gabonais? Oui, c'est prévu par la loi. Hein. C'est prévu par la loi. Donc il y a des dispositions de la loi qui prévoient la déclaration. Elle est obligatoire. D'accord. Et la loi prévoit même des sanctions en cas de refus de déclarer les biens. D'accord. Voilà, donc c'est obligatoire pour nous et tous les membres du gouvernement sont astreints. De façon pédagogique, Monsieur le Ministre, nous aborderons davantage cette question en deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous recevons Francis Keyan-Digué. Que dis-je? Maître Francis Keyan-Digué, qui est le ministre de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques en République gabonaise. L'émission Décryptage se poursuit dans une poignée de secondes seulement. Deuxième partie de cette émission Décryptage. Avec notre invité, il s'agit du ministre gabonais en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques, Maître Francis Keyan-Digué, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, revenons justement à ces textes, ces mécanismes qui existeraient. Je le dis dans un langage dico-sémantique pour que les Gabonais qui vous regardent comprennent de quoi il est question. Existe-t-il concrètement des textes qui imposent ou alors des mécanismes qui permettent que chaque membre du gouvernement gabonais ait l'obligation d'aller déclarer ses avoirs? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y a les dispositions de la loi 2 sur la prévention et la répression de la corruption. Il y a des dispositions qui existent et il y a même à l'intérieur de ces textes-là les personnes qui sont assujetties, ce n'est pas seulement les membres du gouvernement, il y a les responsables de toutes les hautes institutions de la République. Et les modalités existent également au sein de ces textes-là. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que ça. C'est juste une déclaration avec tous les éléments qui composent le patrimoine de la personnalité. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Y a-t-il, à partir de ce moment également, je me pose la question, comme bon nombre de Gabonais, des mécanismes qui imposent qu'un agent public, j'en arrive, soit obligé d'aller déclarer également ses biens? Comment cela se fait? Si on parle de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, quand même, il y a que même l'agent public, au plus bas niveau de l'échelle, devrait déclarer ses biens. Non, c'est le cas. Hein. Je crois qu'il faut partir déjà de la Convention onusienne, la Convention de Mérida de 2003, qui astreint les États à certaines obligations. Et à la suite de cela, notre pays qui a ratifié cette Convention de Mérida a fait adopter deux lois. Et une loi 2, 2003, hein, qui porte sur la prévention et la répression de la corruption, et une autre loi qui organise le fonctionnement de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Et à l'intérieur de la première, c'est-à-dire la loi numéro 2, il y a des dispositions claires qu'il faut ressortir les mécanismes de déclaration de fortune et les personnes qui sont assujetties à ce mécanisme de déclaration de fortune. C'est vrai, ce que vous dites, tout le monde, tous les agents publics ne sont pas prévus. Nous y avons pensé et c'est pour cette raison que vous allez voir dans le programme de travail gouvernemental que nous avons préparé à l'intention du Premier ministre, figure la révision de ces deux textes-là, c'est-à-dire la loi 2 et la loi 3, parce que nous allons revoir certaines choses. Et les choses, effectivement, et cette question fait partie, effectivement, des choses sur lesquelles nous allons redéfinir les politiques publiques. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas simplement un rôle de pédagogie, d'éducation, c'est beaucoup plus un rôle de concepteur. Vous savez que tout se fait à travers le concepteur, la personne qui conçoit. C'est la personne en réalité qui réfléchit du point de départ au point d'arrivée. C'est lui qui est véritablement le responsable de la politique publique, la personne qui conçoit. Donc, nous allons effectivement avoir ce problème parce qu'on s'est rendu que parmi les personnes qui sont assujetties, nous n'avons pas tous les agents publics notamment. Mais il faudrait également que nous essayions de voir dans le secteur privé. Le secteur privé aussi, c'est un pan important de la corruption.
Donc nous devons également prendre des dispositions générales et impersonnelles qui stigmatisent certains comportements au niveau du secteur privé. Parce que vous avez aussi la haute corruption dans le secteur privé. Il y a des gens, quand ils vont dans une banque, au lieu de faire la queue comme les autres, ils se présentent rapidement devant un responsable des guichets, il glisse un petit billet, il viole la queue. Ce qu'on appelle vulgairement, il ne fait pas la queue, il indispose les autres. C'est une forme de corruption. C'est-à-dire que vous venez rapidement, vous faites une opération, après avoir fait l'opération, vous glissez un petit billet, et la prochaine fois quand vous allez venir, vous n'allez pas faire la queue comme les autres. C'est de la corruption. Donc, nous sommes en train de voir tous ces aspects-là dans tous les pans de la société pour faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous pensons, c'est qu'en matière de corruption, nous sommes tous coupables, nous sommes tous des victimes. Nous sommes coupables parce que nous tous, nous sommes des acteurs de la corruption. Nous sommes tous victimes parce que la corruption nuit au développement de notre pays et surtout à la jeunesse, à l'avenir de notre pays. Donc, nous devons réfléchir, nous devons trouver des remèdes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une maladie. Il faut qu'on trouve des remèdes. Il faut qu'on trouve des traitements le plus rapidement possible pour essayer de diminuer ce fléau qui est très dangereux pour notre population. Justement, puisqu'on parle de cette corruption, s'il y a cette corruption, c'est qu'il y a un corrupteur. Sont-ils aujourd'hui identifiés, monsieur le ministre? Comment? Sont-ils aujourd'hui identifiés, ces corrupteurs? Les au sommet de corrupteurs l'État, par exemple. Les corrupteurs au sommet de l'État? Y en a-t-il qui existent? Il y en a qui ont déjà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été identifiés aujourd'hui? Vous savez, c'est pas tant, je vous dis bien, c'est pas tant le travail du ministre. Parce que si le ministre vous le dit, ça va être considéré comme des ragots, comme le Congo-SAD, si je le dis de manière Congo-SAD, de manière triviale. Le ministre n'est pas dans la statistique des gens qui font dans la corruption. Ça, ce sont les gens qui font des enquêtes, c'est-à-dire la commission, c'est-à-dire la justice. Le ministre définit les politiques publiques qui vont dans le sens de la lutte contre cette corruption en amont. C'est-à-dire au départ, pour qu'il n'y ait plus de corruption, pour qu'on ait une société sans corruption, justement, pour qu'on ait une société sans prison, sans prisonniers pour corruption. Vous devez avoir les chiffres, puisque vous êtes le ministre, vous le disiez, par exemple. On peut avoir des statistiques sur des situations qui ont déjà donné lieu à une décision de justice. Mais on ne peut pas avoir des statistiques sur des situations qui font l'objet de suspicion. On peut avoir des statistiques sur une décision définitivement rendue par les juges. Parce que la commission ne rend pas les décisions, la commission fait l'enquête, elle dresse un rapport, elle envoie devant le juge. Le juge rend la décision. On peut demander aux juridictions de nous donner exactement quel est le nombre de personnes qui ont été poursuivies pour corruption active ou corruption passive. On peut l'avoir. Mais le problème n'est pas là. On ne peut pas vous dire exactement que tel est suspecté, que tel est dans les réseaux de corrupteurs. Non, on ne peut pas avoir ces données-là. Ça va être du ragot, ça va être de la suspicion, ça va être du néant. Nous, on travaille à partir des statistiques de quelque chose qui est réel. On peut avoir les statistiques judiciaires, mais le reste, on ne peut pas avoir. Est-ce que cela voudrait peut-être dire qu'au Gabon, quand on parle de corruption, en réalité, elle n'existe pas? Bon, nous, on fait confiance. Si l'on doit écarter les ragots, le fait qu'il manque des chiffres, pour l'instant, le fait qu'il n'y ait pas eu de décision de justice, monsieur le ministre... Non, pour l'instant, il y a des décisions de justice. Même moi, quand j'étais avocat, j'ai eu beaucoup de décisions de justice. Vous savez que nous avons prêté serment. On n'a pas le droit de venir... dire ça devant les gens si vous n'avez pas la décision avec vous. Mais toujours est-il que nous avons un indice, c'est Transparency International, qui est quand même une ONG assez réputée, puisque nous avons l'indice de perception de transparency. Vous savez, en 2004, nous étions 74e pays les moins corrompus. 74e pays les moins corrompus. Aujourd'hui, nous sommes à 124e, au 124e pays sur 190, 89, 90. Nous sommes les 125 les moins corrompus. En êtes-vous fiers? Donc, on est parti de 2004 à 74, les pays les moins corrompus, oui, à 125. Vous voyez, entre 74 et 125, entre 2004 et on est aujourd'hui en 2019. Ça, c'est grave. Ça prouve effectivement, si on faisait confiance à l'indice de perception de transparence, c'est grave pour notre pays. 74e à 124, au double. On est presque parti de 74 au double. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pour cette raison que le président de la République, son Excellence Ali Bongo, a dit que ça suffit comme ça. La récréation, comme je le disais dernièrement, est terminée. Que ça suffit comme ça.
On ne peut pas partir de 74e à 124e sans que le président de la République et le gouvernement prennent leurs responsabilités. C'est pour cette raison qu'il a créé ce ministère. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de chiffres. Pour avoir un droit de regard. Ministère. Non, un mois plus tard, quand même. Non, un mois, vous savez, c'est trop juste un mois. On va le faire. On est là pour ça. On va commander des audits, on va demander les statistiques, on va tout vérifier. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons organiser un atelier. Un atelier qui va faire l'état des lieux de toutes les questions concernant la bonne gouvernance. Et lorsque nous aurons cet état des lieux, ce rapport-là, nous allons travailler sur les projections. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir? Voilà ce qui existe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? D'accord, j'insiste sur ma question, monsieur le ministre. C'est vrai que nous allons faire. Doit-on croire que selon le gouvernement, outre les chiffres de Transparency International, il n'en existerait pas en matière de corruption? Non, il existe au niveau, sur le plan judiciaire, les juges peuvent nous dire exactement. C'est des personnes qui ont déjà été condamnées. Vous savez, nous avons le ministère dont vous avez la charge n'a toujours pas ces chiffres. Attention, nous avons ce qu'on appelle au Gabon la Cour criminelle spéciale. La Cour criminelle spéciale, elle est chargée uniquement de juger les criminels de deniers publics. Uniquement. C'est une juridiction qui existe depuis des décennies. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de données sur la corruption. Mais c'est des données qu'on ne donne pas. C'est la justice quand même. On ne donne pas les données, elle est frappée par le sceau du secret. Mais avec le temps, vous les aurez. Monsieur le ministre, j'insiste, des Gabonais vous regardent. Vous les aurez. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui a ces chiffres? De vous à moi, vous êtes devant la caméra. Le gouvernement a forcément les chiffres. Le ministre de la Justice, si vous demandez au ministre de la Justice, les chiffres sont judiciaires. Parce qu'on ne parle véritablement de corrompus ou de corrupteurs que lorsque vous avez été définitivement condamné par une juridiction judiciaire. D'accord. Et quels sont les mécanismes de répréhension qui ont été mis en place? Forcément, le ministre de la Justice doit les avoir. D'accord. Et quels sont les mécanismes de répréhension qui ont été mis en place? Vous devrez... Ces mécanismes de répréhension, mais c'est ce que je vous dis que une fois que vous êtes suspecté, soit par la commission, soit par une autre institution, on procède à une enquête. Après une enquête, on vous traduit devant le procureur de la République. Le procureur de la République, il ouvre une information. Après une information, devant le juge d'instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance et vous êtes traduit à la cour criminelle spéciale. On vous juge, c'est tout. Et on vous juge, on a les statistiques. On a toutes les décisions de justice. Le ministre de la Justice peut nous les produire. Si vous voulez, je demande au ministre de la Justice, il va nous les donner. Et il va les donner au peuple gabonais s'ils le veulent. Monsieur le ministre, vous me permettrez justement d'aborder ces questions avec autant de sérénité. Avez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre, les mains libres réellement pour résorber la problématique de la corruption au Gabon? Mais à partir du moment où vous avez l'onction du président de la République qui est le garant des institutions, quelle main libre vous voulez encore en avoir? C'est le président de la République qui est garant, c'est lui qui a été élu par le peuple pour exécuter cette politique publique. Il met en place un gouvernement et il met en place un ministère de la lutte contre la corruption. Il vous nomme à ce ministère. Quelle main libre vous voulez encore avoir dans un pays? Le président de la République, il vous donne l'onction et il crée un ministère, il vous nomme à ce ministère. Quelle main libre vous voulez encore avoir? Qui d'autre peut vous donner les mains libres que le président de la République, qui est garant des institutions de la République? J'ai les mains libres. Lorsqu'on parle de corruption au Gabon, j'ai les mains libres pour parler de la corruption. J'ai les mains libres pour parler de la corruption, mais j'ai un domaine délimité par la loi. D'accord. Voilà, donc je ne sortirai pas de ce domaine. Justement, voilà. Corruption égale également détournement des deniers publics. Les faits tournantes jusqu'à aujourd'hui, c'est des dossiers initiés justement par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite via le tribunal de première instance de Libreville jusqu'à présent. Dossier resté sous silence. Et il y a eu la dernière affaire en cours au Gabon, les 353 conteneurs portés disparus. Oui, d'accord, la justice suit son cours. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, mais monsieur le ministre, derrière cela, il y a également un vent de corruption. Finalement, qu'en est-il? Un mois plus tard, aujourd'hui, il y a des Gabonais qui ont besoin de savoir ce qui se passe en matière de corruption. Vous savez que la corruption, c'est une infraction continue. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas tout de suite. C'est une infraction elle est même transnationale. C'est une infraction continue. Elle nécessite beaucoup d'investigation. C'est pour cette raison que, notamment, les corruptions qui sont liées au détournement des deniers publics sont criminalisées. Ils ne sont pas corrections. On ne fait pas passer devant le tribunal correctionnel, mais on fait passer devant la cour criminelle. Et des enquêtes en matière criminelle, c'est autorisé, ça dure 3 ans. Donc, nous avons suffisamment de temps pour élaguer toutes ces questions-là. Et vous verrez qu'il y aura une décision de justice. Détournement des deniers publics, les faits tournants, ça fait plus de 3 ans, monsieur le ministre. Non, vous savez, 3 ans, c'est pour... 3 ans, c'est pour une instruction, mais à un moment, on peut fermer une instruction et la rouvrir. Donc, nous avons suffisamment de temps. Il faut voir,
Pas en termes d'instruction, mais il faut voir en termes de prescription. La prescription en matière criminelle, je crois qu'elle est de 30 ans. Vous avez 30 ans. Nous avons 30 ans pour connaître de tous ces crimes-là. Ne vous en faites pas. Ça va se savoir. Là, vous trouvez des réponses politiques. Ah non, là, honnêtement, c'est pas politique. Vous savez, moi, bon, tout le monde me dit il n'est pas politique, c'est un avocat. Mais je vous dis bien que ça n'a rien de politique, c'est la vérité que je vous dis. C'est trentenaire pendant 30 ans. 30 ans, c'est même encore trop loin. Vous avez vu, on a commencé certaines procédures criminelles devant la Cour criminelle spéciale. On a commencé en 2016. Nous avons les décisions depuis un certain temps. Vous avez vu, au tribunal, il y a des décisions qui ont été rendues. Certaines personnes ont été condamnées, d'autres pas. C'est le fruit de la justice. C'est ça, la justice. Donc, ne vous découragez pas. Nous sommes dessus, nous travaillons pour lutter véritablement contre la corruption. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons tout pour remonter notre position au niveau de l'indice de perception. Et nous allons y arriver. Vous allez y arriver, certainement, monsieur le ministre, sauf que, vous le savez, le temps ne vous attend pas. Ah, mais on fera l'effort de rattraper ce qui ne nous attend pas. On fera l'effort de le faire le plus rapidement possible. On fera l'effort avec la contribution de tous les partenaires au développement qui sont avec nous et qui luttent également contre la corruption. Vous le savez très bien, les organes des Nations Unies sont là pour nous aider, surtout que tout cela part d'une convention onusienne. C'est la convention onusienne qui a défini les grands principes. Et nous, au niveau du gouvernement, on essaie de définir les politiques en tenant compte des grands principes que nous avons rectifiés dans la convention de Mérida. Parlez-nous alors de l'évaluation des politiques publiques. Cette fois-ci, monsieur le ministre, comment comptez-vous faire justement pour y parvenir? S'agissant de l'évaluation des politiques publiques, nous allons procéder à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par un état des lieux, pour savoir un peu quels sont les mécanismes qui sont mis en place, quelles sont les institutions qui sont chargées de l'évaluation des politiques publiques. Comme le dit déjà les dispositions de la Constitution, vous avez le Parlement qui s'occupe de l'évaluation des politiques publiques, vous avez la Cour des comptes qui doit s'occuper de l'évaluation des politiques publiques. Actuellement, il y a un ministère qui est mis en place également pour l'évaluation des politiques publiques. Donc nous allons voir... Quel est vraiment votre champ de compétences? Notre champ de compétences dans l'évaluation des politiques publiques, c'est d'abord la définition des politiques publiques. Tous ceux qui doivent exécuter après, viennent après nous. C'est nous qui définissons déjà les politiques publiques en matière d'évaluation. Et ceux qui sont chargés de l'exécution vont exécuter en fonction de la politique que le gouvernement envisage de mettre en place concernant l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce qui est Je vous dis déjà que nous avons déjà des organes. Oui, justement, parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Ce qui a été déjà fait, c'est que sur le plan national, nous avons déjà deux institutions de la République qui s'occupent de ça. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'était pas suffisamment impliqué dans l'évaluation des politiques publiques. Nous allons voir à notre niveau. Je vous ai dit qu'on va faire d'abord l'état des lieux. Nous allons avoir recours à des experts pour vérifier ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir. Et dans tous les cas, c'est à la suite des recommandations qui seront faites par l'état des lieux que nous allons orienter notre politique de l'évaluation publique. Ce qui est évident, c'est qu'à notre niveau, nous allons former des experts. Nous allons organiser des séminaires. Et puis, si possible, nous pouvons mettre en place une haute autorité de l'évaluation des politiques publiques, une institution indépendante qui peut s'occuper, parce que l'évaluation des politiques publiques doit se faire de manière indépendante, puisque le gouvernement ne peut pas s'auto-évaluer. Parce que moi, je ne peux pas venir en tant que ministre de l'évaluation des politiques, je viens dans mon ministère et je m'auto-évalue. Ou bien je vais dans un autre ministère qui fait partie du gouvernement et aller l'évaluer. L'auto-évaluation n'existe pas. L'évaluation est faite par des structures indépendantes. Mais justement, il y en a qui existent au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement gabonais est prêt à ouvrir ses portes à ces structures qui existent? Non, nous avons déjà la Cour des comptes. La Cour des comptes travaille beaucoup en matière d'évaluation des politiques publiques. Ne faudrait-il pas un regard extérieur quand même, puisque là on parle d'une institution gabonaise sur le territoire qui pourrait également se complaire? On dit déjà qu'il faut des experts nationaux. Et sur le plan national, nous avons déjà la Cour des comptes. Nous avons un comité qui a été mis en place au niveau de l'Assemblée nationale pour l'évaluation politique publique. Et nous avons des experts internationaux qui nous sont souvent fournis par les partenaires au développement, notamment le PNUD. Est-ce qu'il ne faudrait pas associer des structures qui font dans cette évaluation des politiques publiques
au Gabon, Mais outre les grandes institutions. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ces grandes institutions sont toutes représentées ici, au Gabon. Les institutions des Nations Unies, vous avez dans tous les systèmes, en tout cas, tous les systèmes des Nations Unies s'occupent de l'évaluation des politiques publiques. Ils sont intéressés par l'évaluation publique, des politiques publiques, parce que ces personnes veulent se rassurer que les politiques qu'elles financent ont un impact sur les populations. C'est ça l'évaluation des politiques publiques. Il faut se rassurer que la politique publique a un impact sur les populations et que ce sont véritablement les populations qui en sont les véritables bénéficiaires. Donc, tous les appuis budgétaires qui sont faits, toutes les avances, tous les crédits qui sont accordés, tous ces mécanismes-là, il faut bien qu'ils évaluent les politiques pour lesquelles il y a eu un financement. Donc, tous les organismes des Nations Unies sont intéressés par l'évaluation des politiques publiques. Et ceux-là, ce sont eux qui nous fournissent habituellement des experts indépendants. Et ce sont ces experts indépendants-là qui nous permettent d'atteindre la vérité. Mais l'expert indépendant ne travaille jamais seul. Il travaille également avec les experts nationaux. Parce que ce sont les experts nationaux qui vont lui fournir les outils et les statistiques nécessaires. D'accord. Vous n'êtes là, sinon à cette fonction que depuis un mois, je suis tenté de vous demander, monsieur le ministre, êtes-vous satisfait en matière d'évaluation aujourd'hui des politiques publiques? En matière d'évaluation des politiques publiques, nous n'avons pas assez progressé. Bon, c'est pour cette raison qu'effectivement, je vous dis que dans la Constitution de 2018, l'année dernière, la Constitution que d'ailleurs, quand j'étais au ministre de la Justice, j'avais porté, c'est un texte que je portais personnellement, nous avons mis au niveau de l'article 36 de cette Constitution, nous avons donné des pouvoirs à l'Assemblée nationale pour faire l'évaluation des politiques publiques. Nous avons également, au niveau de l'article 74 de la Constitution, donné également des pouvoirs à la Cour des comptes. Donc, ces textes ont été adoptés l'année dernière. Ce n'est pas un an après ou quelques mois après que nous allons avoir les résultats. Nous attendons les résultats. Nous avons déjà mis un dispositif en place. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons déjà reçu beaucoup de rapports d'évaluation des politiques publiques. Dernièrement, nous avons reçu un rapport de la Banque mondiale qui avait un peu évalué le fonctionnement des marchés publics au Gabon. C'est une évaluation. Ils ont évalué les marchés publics. Et ils sont venus nous remettre le rapport. Il y a quelques semaines. Ce rapport? Ah, mais c'est à eux d'apprécier. Mais un rapport a toujours des aspects positifs et négatifs. Hein? Tout n'est pas positif et tout n'est pas négatif. Là-dedans, il y a des aspects positifs et il y a aussi des aspects négatifs. Donc, tout est dedans. Mais c'est déjà vous dire que nous sommes dans l'évaluation. Il y a de cela un mois, ils nous ont déposé un rapport à la Banque mondiale, à l'hôtel Nomade. C'est déjà une forme d'évaluation. Donc, l'évaluation ne concerne pas seulement mon ministère, ça concerne les autres ministères pour vérifier si les politiques publiques mises en place bénéficient, ont un impact sur les populations qui en sont les véritables bénéficiaires. Monsieur le ministre, le court, le moyen et le long terme, en parlant de bonne gouvernance, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Le court terme, c'est d'abord de faire un état des lieux. Vous ne pouvez pas faire un travail sans d'abord connaître l'existant. C'est ce qui fait la particularité d'un travail de recherche. On nous l'a appris quand on était à l'école. Quand vous voulez créer, quand vous voulez mettre de la valeur ajoutée, il faut d'abord faire l'état des lieux. Une fois que j'aurai terminé l'état des lieux, et très certainement ceux qui font l'état des lieux font des recommandations, nous allons voir maintenant ce qu'il y a lieu de faire dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut garder. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà un peu ce qui doit être fait à court terme. Et à moyen terme, nous allons mettre en place, nous allons revisiter tous les dispositifs pratiquement qui se retrouvent dans tous les pans de la société, dans tous les aspects de la société, tous les dispositifs qui ont trait à la bonne gouvernance pour l'améliorer. Nous allons revoir tous les dispositifs. Et à long terme, nous allons mettre en place, nous allons commanditer des audits pour voir exactement ce qui se passe sur le plan pratique. Parce que vous avez déjà mis des textes en place, il faut maintenant voir sur le plan pratique ce qui se passe réellement. Et ce n'est qu'après ça que nous allons venir devant vous pour vous dire, voilà dans tel aspect de la société, voilà le résultat, voilà en matière de marché public, voilà ce qui se passe là-bas, en matière de corruption, voilà ce qui se passe là-bas, en matière d'évaluation des politiques publiques, voilà ce qui se passe là-bas, avec des rapports faits de manière indépendante
par les organismes extérieurs associés avec les experts nationaux. Voilà un peu notre feuille de route. Et en matière de corruption, que doit-on retenir? Mais en matière de corruption, ce que je vous dis, c'est que nous allons d'abord mettre en place des politiques publiques. On va vérifier si l'exécution tient. Et puis, au bout du tunnel, on va vous dire, en matière de corruption, voilà le nombre de personnes, depuis que nous avons pris fonction, qui ont été punies pour la corruption. Voilà les aspects sur le plan pédagogique qui se sont améliorés. Voilà ce qui a été fait et voilà notre résultat. Monsieur le ministre, la dernière question, vous me permettrez de vous titiller. Avez-vous fait, et je repose cette question, votre déclaration de biens en arrivant dans ce gouvernement? Ça, c'est la moindre des choses. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre le risque de faire des débats sur la corruption sans commencer par le préalable. Le préalable, je vous dis très bien que lorsqu'on est rentré en fonction, le Premier ministre a adressé une correspondance à tous les membres du gouvernement. Avez-vous fait votre déclaration? Nous avons tous fait, tous les membres je du parle de gouvernement. vous. Moi-même, puisque je parle de tous les membres du gouvernement, nous avons tous fait, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas, puisqu'il y a des sanctions qui sont attachées au non-respect de cette disposition. Nous avons tous fait la déclaration de biens et nous-mêmes, comme vous l'a dit le Premier ministre, nous envisageons d'étendre cette campagne de déclaration de biens. Peut-être un message à l'endroit de ceux qui ne l'ont pas encore fait, cette déclaration au sein de du gouvernement dont vous êtes membre? Non, tout le monde l'a fait. Pour le gouvernement, il n'y a pas de problème. Pour les autres, peut-être. Mais au niveau du gouvernement, tout le monde l'a fait parce que le Premier ministre tient beaucoup à cela. D'accord. On parle donc d'un gouvernement loin de corruption, loin de Non, mauvaise ce n'est pas parce que gestion, loin de détournement de deniers publics. Non, ce n'est pas parce qu'on a fait la déclaration qu'on est loin des détournements. On ne peut pas se vanter ainsi. Nous sommes des humains. Je vous dis bien que la corruption, c'est une maladie, ça peut atteindre tout le monde. Nous sommes des humains et ça peut nous arriver. Mais je vous dis bien que nous avons fait la déclaration, mais la déclaration n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la sensibilisation. Il ne faut plus qu'il y ait corruption. Parce qu'il faut le retenir aujourd'hui, en matière de corruption, nous sommes tous coupables, nous sommes tous victimes. Merci, Maître Francis Nkeya Nzige, de nous avoir accordé ces 52 minutes d'émission décryptage sur Gabon 24. Madame, Messieurs, merci d'être restés des nôtres. Sachez que cette émission, vous pourrez la regarder davantage via les réseaux sociaux, Facebook et YouTube Gabon 24, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. L'émission décryptage se poursuit. Prochain numéro avec un autre invité, peut-être pas le même décor, mais la même présentation certainement, si Dieu le veut. Au revoir.